Bonjour et bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante. Je suis ton hôte au podcast ici. Ça fait déjà plusieurs saisons. Aujourd'hui, on fait la suite de mon histoire parce que, tu sais, trop souvent dans les films, on voit la rencontre de la jeune femme avec le beau jeune homme. Ça finit que le film, ils sont ensemble. Depuis 2 jours, ils sont un couple heureux épanoui. Ils s'aiment. Fin, merci, bonsoir. Mais la vie, c'est pas nécessairement ça. La vie, c'est, OK, là, le chapitre vient de finir, il y en a un autre qui commence. Puis des fois, dans le chapitre qui commence, il y a du beau et il y a du moins beau. Donc là, je t'ai raconté un peu mon histoire, qui n'est pas la plus belle des histoires. Il y a des bouts que je suis pas tellement fière. Puis si tu n'as pas écouté, je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode où est-ce que je raconte mon histoire. Quand je la raconte en 2024, parce que je l'ai déjà raconté au début de l'épisode, au début de la création du podcast, en fait, ça fait 4 ans. Fait que je m'étais dit que ça serait bon de faire ça au goût du jour avec un peu ma version des faits maintenant. Pas ma version des faits, mais ma façon de voir les choses, mes lunettes, c'est ça que je vais te dire, mes lunettes 2024. Donc, j'ai reparlé de mon histoire et là, je veux te parler de le après. Parce que mon histoire termine un peu avec le début de mon processus santé. Et j'ai envie de te parler du après, début de processus santé, parce que ça n'a pas été facile. Puis j'ai l'impression que ce genre de choses-là, qui est totalement non sexy, non glamour et qui ne vend pas, on n'en parle pas. On aime ça montrer les belles affaires, hein, ce qui va bien dans notre vie, nos beaux voyages. Je ne sais pas si tu as entendu, mais j'ai un chien qui vient de soupirer, les amis, c'est intense. Si tu me suis sur mes réseaux sociaux, Mélissa Baramba Plante sur Instagram et TikTok, tu vois que la fin de semaine, on va au camping et le retour à la maison, c'est épuisant. Les chiens sont brûlés du camping. Et là, c'est un soupir de je viens de m'écraser à terre et je vais dormir pendant que tu enregistres ton podcast. C'est OK. Et en revenant à nos moutons, ce que je disais, c'est que on veut montrer le beau. On veut pas montrer ce qui va pas bien. On veut pas montrer la chicane qu'on a avec notre conjoint. On veut pas montrer quand on pleure parce que on est overwhelmed, parce qu'il y a plein de ménage à faire, puis on sait pas comment qu'on va y arriver. Je t'ai donné cet exemple-là parce que j'ai du linge. Ici, tu vois pas, hein? C'est beau dans l'écran, ceux qui sont sur YouTube. Mais à côté, il y a du linge à plier, il y a un drap qu'on tourne. C'est extraordinaire. Et j'ai eu envie de te parler de ça parce que, bon, je trouve qu'on n'en parle pas assez, ce genre de truc qui arrive à tout le monde, mais qu'on garde un peu secret, à la limite un peu tabou. Mais je pense que c'est le genre de choses qui peut au contraire aider parce que tu vas te sentir moins toute seule, puis tu auras peut-être des pistes de solutions ou des solutions. Donc, on continue à la suite de mon parcours santé. Tu te rappelles que j'ai commencé la course, que c'était difficile, que j'ai frappé un mur mental psychologique parce que je me suis rendue compte à quel point j'étais mal en point. Physiquement, à quel point dans mon début de vingtaine, je pensais que j'étais en forme. Un peu, quand même, c'est correct. Pas athlète olympique, mais je pensais que j'étais pas pire. Pour finalement me rendre compte à quel point j'étais déconditionnée à 100% pour dire que j'étais sédentaire. Mais sédentaire active, dans le sens que je travaillais dans un hôpital. Fait qu'on fait des pas dans une journée, on pose des civières, on pose des fauteuils roulants. Puis dans ma tête, j'étais quand même en forme. Mais non. Parce qu'on devient vraiment habitué dans ce qu'on fait. Puis moi, ma routine, c'était de pousser des civières, pousser des fauteuils roulants. Et quand je sortais de ça, ça a été un échec, là. Moi qui partais pour un 6 km, 6-8 km de course, ma première fois, dans ma tête, j'étais capable. Et finalement, j'ai à peu près couru entre 2 et 400 mètres, je pense. Puis je me suis rendu compte à quel point ça marchait pas, là. Ça fonctionnait pas. J'avais déjà les poumons en feu. Rendu à 600 mètres, j'avais le cœur dans la gorge, j'avais le goût de vomir. Ça fonctionnait pas. Mais, Mélissa, à la tête de cochon un peu, par certains moments, c'est payant. C'est payant parce que j'ai pas abandonné. Donc, j'ai utilisé cette tête de cochon-là de façon positive pour m'aider à persévérer. Parce que des fois, la tête de cochon aurait pu me servir aussi à dire de la merde, pas pour moi. Je vais continuer de me sentir comme je me sens. Je vais prendre des médicaments, puis ça va être ça que ça va être. Point final. C'est ça la vie, tu sais. J'aurais pu utiliser ma tête de cochon pour faire ça. Il y a toujours deux façons de voir les choses, deux côtés à une médaille. Puis là, ma tête de cochon m'a servi de façon positive à persévérer.
Mais ça n'a pas été facile. Le après a été des montagnes russes parce que la vie arrive. C'est pas parce qu'une journée, tu décides que tu commences ton entraînement que tous les autres jours après, ça va être facile. Le fait de mettre ça à ton horaire, une journée, OK, parfait, check, on l'a fait. Mais le lendemain, là, la vie se continue. J'ai peut-être travaillé un 10-12 heures à l'hôpital. J'ai peut-être eu un appel de nuit parce que je faisais des corps, j'étais sur appel la nuit. Peut-être que j'ai des collègues qui sont pas rentrés puis j'ai pas pris le temps de dîner. Fait que le lendemain, c'était une autre bataille pour continuer ce nouveau mode de vie là. Et j'ai fait quelques petites erreurs, je pense. On s'entend, c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages, mais je t'en partage aujourd'hui. Qu'est-ce qui a mal été? Ben, je voyais prendre soin de moi comme une dépense. Puis je pense que quand tu veux démarrer ton parcours santé, tu dois faire le switch. Tu n'es plus une dépense, tu deviens un investissement. Puis maintenant, je me vois comme mon plus grand investissement à jamais. Dans le sens que j'ai lu des livres, j'ai fait des formations, j'ai été à des conférences, je me suis informée avec des vidéos YouTube, j'ai contacté des experts en leur domaine depuis les dernières années. Puis si tu m'enlèves tout ce que j'ai, enlève ma maison, enlève mon travail, pas ma maison, mettons, ça n'a pas rapport. Enlève-moi mon travail demain matin, ben, j'ai un paquet de connaissances dans mon cerveau et ça, mes connaissances, mes acquis, ça va faire en sorte que je vais pouvoir me relever de tout ça. Je vais pouvoir partir une business, reconstruire quelque chose, aller faire des entrevues. Je vais me trouver un autre travail parce que j'ai ces connaissances-là en moi. Versus quelqu'un qui va acheter des trucs, ben là, si tu achètes des cadres sur tes murs, c'est beau aux yeux, mais c'est pas ça qui va t'amener plus loin dans ta vie en cas de besoin. Donc, je me suis rendu compte que ma plus grande investissement, c'était moi. Mais avant de faire ce switch-là, il a passé des semaines, des mois et des années. Ça a été long. Et je le vois aussi dans ma communauté, les belles queens, souvent, c'est des mamans qui vont investir dans leurs enfants pour que les kids aient des patins pour aller à leur partie de hockey, pour que les kids aient des habits de soccer, puis c'est super, c'est d'encourager la forme physique, mais ces mamans-là vont s'oublier. Puis ce qui arrive, c'est que si la maman, elle va pas bien, ça a une répercussion sur toute la famille après. Fait que, tu sais, si t'es pas là pour tes enfants, ça fonctionnera plus. Tu dois être aussi ta priorité un petit peu avant eux-mêmes, selon moi. Mais ça, c'est pas évident. Parce que encore là, il faut que tu fasses la switch. Fait que combien de fois? Par exemple, l'investissement que je n'ai pas fait, c'est dans des souliers de course. J'ai couru des années avec les mêmes souliers de course et ça m'a probablement occasionné des blessures. Parce que c'est sûr qu'une fois que tu es blessé, de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a provoqué la blessure, c'est pas évident, tu sais, mais c'est probablement une des causes de certaines de mes blessures parce que, par exemple, j'ai passé à un moment donné 2 ans sans m'acheter de souliers de course, mais là-dessus, j'ai couru 3 demi-marathons. Je me suis entraînée pendant 2 ans pour les 3 demi-marathons. Puis un soulier de course, c'est bon entre 600 km et 1000 km. Donc, on s'entend que c'est à peu près 1 an-ish. Là, moi, j'ai fait 2 ans. Fait que les souliers, là, le coussin, c'était fini. Merci, bonsoir. Donc, ça a peut-être occasionné des blessures que j'ai eues. Donc, il faut faire ce switch-là pour que tu deviennes ton investissement. Puis, l'autre chose aussi, c'est que, qu'est-ce qui n'a pas bien été? C'est que je disais souvent que j'avais pas l'argent pour ça. Mais la vraie raison, c'est que mes priorités étaient ailleurs. Par exemple. Puis ça, je le dis parce que j'ai eu un exemple comme ça sur mes réseaux sociaux l'année passée ou l'année d'avant, ça fait un petit bout de temps. Mais je pense que cet exemple-là va toujours me rester en tête parce que c'était un exemple que moi aussi, je donnais. J'ai pas d'argent pour m'entraîner. La plateforme d'entraînement coûte trop cher. Et là, 2 jours après, ou même le lendemain, je me rappelle plus, je vois cette femme-là qui m'a dit cette phrase-là qu'elle ne pouvait pas démarrer l'entraînement parce que c'était trop cher. Je l'ai vue aller se faire des cils et c'était la marque Mise en Style. Et j'en ai eu des cils, ma marque Mise en Style, et une pause était 150 $. Et à l'époque, la plateforme était moins chère que ça pour une année d'entraînement.
Donc, c'est là que tu vois que la femme avait les sous, mais pas selon ses priorités à elle. Puis là, je veux pas bitcher contre personne, c'est juste un fait. J'ai eu moi-même cette, je vais pas dire une excuse parce que c'est ses priorités à elle, puis c'est valable selon elle. J'ai eu moi-même cette réponse-là. J'allais au Starbucks, je me faisais faire des ongles, je me faisais faire des cils, et j'avais pas l'argent pour m'entraîner. Donc, j'étais pas prête à investir pour moi parce que j'étais pas ma priorité. C'était une dépense. Toute une question de mindset. Ben, ensuite de ça, je me suis mis à m'entraîner pour perdre du poids. Parce que j'étais pas bien dans mon corps, dans ma tête, j'avais pas d'énergie. Et je me suis dit, je vais perdre du poids, je vais me sentir mieux, je vais avoir plus confiance, puis je vais me sentir plus belle aussi. Et ce qui est arrivé, c'est que la perte de poids est souvent, dans la majeure partie des cas, c'est pas une motivation. Pourquoi? Parce que rapidement, tu vas pas le perdre, ton poids que tu veux perdre. Tu vas être motivé, tu vas te mettre à bouger, mais dans une semaine, tu n'auras pas perdu le poids que tu voulais perdre. Qu'est-ce que ta motivation a fait? Mais tranquillement, elle va baisser. Petit à petit, un peu comme un escalier. La journée d'après, un petit peu moins motivé, je descends un escalier, je descends un escalier, puis à un moment donné, tu es plus motivé 2, 3 semaines après que tu as commencé. Que tu les vois pas, les changements. Puis ce qui arrive, c'est que je sais pas si tu as déjà entendu la courbe d'apprentissage, tu es sur YouTube, tu comprends. Je vais essayer de trouver une image rapidement. C'est un peu comme imagine un boomerang, on va dire ça. La courbe d'apprentissage. Au début, tu apprends une langue, ben, t'es stagnant. C'est une ligne droite, là. T'écoutes le prof, tu comprends rien. Tu t'essayes de lire, tu comprends rien. Les verbes qu'elle dit, tu comprends rien. Le devoir que tu fais, tu comprends même pas la question, tu comprends rien. C'est une ligne droite. Là, tu avances, puis la ligne, elle commence à monter tranquillement, pas vite, vers le ciel. Ça fait une petite courbe, parce que là, je me souviens de ce mot-là qu'elle a dit. Je me souviens du verbe. Oui, je me souviens de ce temps-là. Puis là, ta ligne, elle va monter vers le ciel, tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que du jour au lendemain, pouf, tu vas faire des phrases, tu vas parler une autre langue. Mais ça a pris combien de temps avant que tu arrives là? Mais ça a pris des semaines et des mois, peut-être. Puis au début, tu comprenais rien. Ça, c'est la courbe d'apprentissage qui fait comme un espèce d'effet boomerang vers le ciel. Pourquoi je te parle de ça? La perte de poids, la motivation. Ben, ça fait exactement le contraire. Tu veux perdre du poids, au début, tu es très motivé, puis là, la ligne, elle va descendre tranquillement pas vite parce que tu ne vas pas le perdre, ton poids. Par contre, si tu persévères, là, ça va être comme la courbe d'apprentissage. Au début, tu travailles fort, tu t'entraînes, tu manges bien, tu ne vois pas de changement, ta ligne est plate, plate, plate. Puis là, peut-être 5, 6, 7 semaines, 8 semaines, 12 semaines peut-être, ta ligne, elle va commencer à courber vers le ciel juste un petit peu. Tu as peut-être perdu une livre, tu as peut-être perdu 2 pouces de tour de taille, on ne sait pas, tu sais. Là, tu continues de persévérer, puis la ligne, elle ne bouge pas bien, bien. Puis dans 6 mois, 8 mois, pouf, tu vas voir, ta ligne, elle va pointer plus vers le ciel parce que tu as perdu des pouces, tu as perdu une coupe de livres, tu es plus fort, tu es plus musclé, tu as perdu du gras, mais c'est long, ça prend du temps avant que tu vois cette courbe-là se faire. Et si tu veux t'entraîner juste pour perdre du poids, ben les chances sont que avant que tu vois les résultats, ben tu vas être découragé, puis tu vas être démotivé, puis ça ne fonctionnera pas. Tu vas arrêter. Ça a été mon cas. J'ai joué au yo-yo pendant des semaines et des mois quand j'ai commencé à m'entraîner parce que je perdre du poids et j'avais pas les résultats que je voulais. C'était stagnant mon affaire, ça bougeait pas, la ligne était plate, plate, plate. Et ben, je me décourageais. Puis j'arrêtais. Fait que là, ben, je recommence au début, 2, 3 semaines, un mois après. Fait que j'ai été au yo-yo comme ça. Fait que non, mes enfants n'ont pas été faciles. Et pendant ce temps-là, la course, non plus. C'était pas facile parce que j'ai commencé à 600 mètres, je pensais vomir puis me cracher les poumons. Fait que imaginez que mon premier 5 km, ça n'a pas été facile, puis mon premier 6 km non plus. C'était comme une bataille à chaque fois. J'avais pas nécessairement les vêtements qui étaient adaptés. Je ne l'ai pas trop dépensé pour ça.
Puis au début, je pense que c'est pas nécessairement nécessaire non plus, mais quand tu n'as pas confiance non plus de ce que tu as l'air, ça joue dans ta tête. Donc, je courais, je m'améliorais pas. Qu'est-ce que ça fait quand tu t'améliores pas? Ben, je m'améliorais, mais je voyais pas les résultats que moi je voulais. Tu sais, je voulais courir vite, je voulais courir longtemps, je voulais courir facilement, que ça soit élégant, que ça soit beau, que ça soit facile. C'est comme dans les films, c'est pas ça la vie. La vie, c'est que c'est tough. La vie, c'est que tu as les poumons en feu. La vie, c'est que tu as le goût de vomir des fois. C'est long avant que tu progresses. Puis à un moment donné, quand tu persévères, on dirait que tout se met ensemble, tu vois de l'amélioration, mais ça a été long et j'ai souvent abandonné et recommencé. La chose importante qu'il faut se dire aussi, c'est que si tu es en ce moment en état dépressif ou de surpoids ou tu te sens pas bien dans ton corps, tu n'as pas d'énergie, ça fait des mois, des années, ben ça a été un build-up. Ça veut dire que il y a eu du chemin pour que tu te sentes comme ça aujourd'hui. Je te mets un exemple extrême, puis je sais qu'on n'aime pas ça parler de poids en 2024, mais on va en parler. Par exemple, tu pèses 400 livres aujourd'hui, mais ça t'a pris un certain temps pour arriver à ce poids-là. Ça t'a peut-être pris 10 ans, 15 ans, 20 ans de ta vie. Mais il ne faut pas penser qu'en 4 semaines, tu vas arriver à ton poids santé. Tu comprends? Là, j'ai mis des gros chiffres extrêmes juste pour qu'on comprenne mon idée. Fait que, tu sais, moi, je me sentais mal dans ma peau, je me sentais mal dans ma tête, j'avais pas d'énergie, j'avais pas de confiance en moi, j'étais épuisée, je faisais de l'insomnie. Ça a peut-être été un build-up de 7 ans à me sentir comme ça, tu sais. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça se sent comme la merde, elle n'a pas d'énergie, elle dort plus. Ça s'est fait tranquillement, pas vite, ça s'est comme installé, ce cercle vicieux-là, sans que je m'en rende trop compte. J'ai pris des mauvaises habitudes, puis ça s'est juste accumulé, accumulé, accumulé. Mais si ça m'a pris 7 ans de me rendre là, faut pas que je pense qu'après 7 workouts, pouf, ça va donc filer bien. Oui, j'ai vu une amélioration. J'ai vu une amélioration rapidement dans mon énergie, dans ma bonne humeur. Mais tu sais, après ça, là, ça a été stagnant un bout de temps. Tu sais, au début, j'ai perdu une coupe de livres. Je pense que j'avais perdu 5 livres en 3 semaines. Après ça, mon humeur a changé radicalement. Mon sourire a changé, puis ma bonne humeur le matin a changé parce que je suis pas quelqu'un du matin du tout. Mais ça, c'était les premières semaines. Mais entre le premier mois puis la première année, après ça, là, j'ai pas eu beaucoup, beaucoup de changements. C'est tough de persévérer quand tu vois plus nécessairement de changement sur la balance, de changement dans ton énergie parce que tu as déjà une belle énergie. Il faut que tu focuses sur autre chose. Si tu ne focuses pas sur d'autres choses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te démotiver, tu vas vouloir abandonner encore. Il faut garder en tête que si ça t'a pris 10 ans de transition en ce moment, faire le processus inverse pour te sentir mieux ne prendra pas 10 jours. Faut que tu laisses le temps à ton corps aussi de s'adapter dans cette espèce de méga tempête de changement-là qui va vivre. Mais on m'a dit récemment, tu sais, ton corps n'est pas fait pour être obèse. On n'est pas bâti pour être en surplus de poids, tu sais. Fait que c'est sûr que ça va se régulariser. Il faut juste que tu te laisses le temps et tu persévères. Le travail, ça va toujours te revenir, te rapporter. Je ne veux pas dire nécessairement rapporter de l'argent, on s'entend, mais l'investissement que tu fais en travail, ça va toujours te revenir. Fais juste persévérer. Ça, moi, j'ai eu de la misère. Facile pour moi là, de dire ça maintenant, là. Mais j'ai rushé ma vie, là. C'était pas facile. J'ai été on and off. Je te l'ai dit, puis j'espère que tu comprends. On continue dans la course. Qu'est-ce qui n'a pas bien été? Ben, mon premier demi-marathon, je pense que j'ai terminé, j'avais 7 ampoules aux pieds, mal de tête, j'avais mal au corps, vous n'avez même pas idée. J'ai une amie dans mon parcours mon premier demi-marathon qui est venue m'apporter des Tylenol et des Advil sur le parcours, je pense au kilomètre 16, parce que toutes les parties de mon corps, tous les muscles, la peau, les joints, j'avais mal au corps. C'était difficile, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de jus, j'étais déshydratée solidement. J'ai terminé mon premier demi-marathon en 2h40 et j'étais excessivement déçue. J'espérais le faire en 2h30 et moins, je pense peut-être même 2h20,
Et c'était une journée soleil de plomb, c'était mon premier. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'étais entraînée, mais pas tant que ça. Et j'étais déçue de mon temps. Maintenant, je trouve que c'est extraordinaire. Puis je me revois avec toutes les épreuves que j'ai traversées pour y arriver. Puis je me dis, hey, wow, tu l'as fait. Puis tout ça, ça fait que tu es forte. Le 2h40 là, que tu as marché, trotté, survécu pendant 21,1 km, ça fait pas en sorte que tu n'es pas bonne et que tu n'as pas atteint ton objectif. Ça fait en sorte que tu es une freaking badass qui a passé au travers. Mais ça, à mon premier demi-marathon, je n'étais pas capable de voir ça. C'est fou, hein? Je lis un livre en ce moment. Je ne l'ai pas proche de moi, mais c'est quoi donc? C'est un monsieur Clark qui l'a écrit et c'est Out There. Ultra Marathon of Recovery. Attends, je vais aller chercher justement pour une seconde. Bouge pas. On en profite pour prendre une petite gorge de tout le monde. Je suis de retour, la magie de la magie de la technologie. J'ai le livre avec moi, donc si c'est sur YouTube, tu peux le voir. C'est Out There, A Story of Ultra Recovery by David Clark. C'est un livre qui est en anglais, c'est son histoire à ce monsieur-là. C'est excellent. J'ai un petit peu plus que la moitié du livre de lu et je l'adore. Son histoire est extrêmement inspirante. Et je te parle de ça parce qu'il était en surplus de poids. Ce monsieur-là, c'est un alcoolique. Et il pesait 320 livres et il est devenu sobre, donc il a arrêté de boire. Et il s'est retrouvé avec énormément de temps parce que sa vie tournait autour de l'alcool. Et là, il a commencé à lire et il s'est dit, ça me prend un projet, il a commencé à courir. Et quand il est allé au magasin pour acheter ses espadrilles, il disait, c'est drôle, hein, j'étais pas intimidée quand j'étais au magasin, malgré qu'il y avait des athlètes dans le magasin, malgré que je fitais pas dans le magasin, dans le sens que physiquement, on voyait que j'étais pas un athlète, là. Mais ça m'intimidait pas, au contraire, j'étais fière de moi. Mais ça, quand j'ai fini mon premier demi-marathon à 2h40, j'étais pas capable de voir ça. Fait que c'est sûr que quand tu es déçu de toi, c'est dur pour le moral. Et là, rapidement, j'ai voulu enchaîner un autre demi-marathon pour m'améliorer. Et je dis rapidement, c'était comme 3 jours après, j'ai recommencé un programme d'entraînement. Et ça, c'était un peu une des choses que j'ai mal fait, qui a mal été, parce que dans mon processus santé, j'ai très peu pris de pause. Comme je viens de te dire, là, j'ai fait mon premier demi, boum, quelques jours après, je me suis lancée dans un autre programme pour faire un autre demi puis m'améliorer parce que j'avais peur que si j'arrête trop longtemps l'entraînement, je serais plus capable de recommencer. Et c'était un peu une crainte de revenir en arrière. J'avais peur que si j'étais 1-2 journées à pas m'entraîner, ça pourrait être tellement difficile, puis j'étais pour avoir toutes les excuses possibles et imaginables, puis j'étais pas pour recommencer. Donc, j'avais la chienne, et ce qui faisait que j'enchaînais les entraînements jour après jour après jour, et j'avais de la misère à prendre des pauses par peur de faire un step back, de faire un pas à reculons. Tu sais, je me disais, chaque entraînement, c'est un pas vers l'avant, vers mon mieux-être, vers mon énergie, vers ma santé mentale. J'avais l'impression que si je faisais pas l'entraînement, je reculais. Mais pas faire d'entraînement, ça aurait été aussi bénéfique pour me sentir bien puis laisser la chance à mon corps de se reposer et de se réparer aussi. On le sait, la réparation du corps se fait pendant la nuit. Fait que tu t'entraînes, tu vas faire des micro-déchirures dans les fibres de tes muscles. Tout se répare quand tu dors. Et quand tu t'entraînes pas. Fait que c'est aussi important de prendre des moments de pause et d'avoir un bon sommeil réparateur. Et j'ai eu de la misère à prendre des pauses parce que j'avais la foutue chienne de faire un step back puis de revenir à la case départ. C'est un peu comme dans le jeu de sapin-échelle. T'es rendu tellement loin, puis là, t'arrives là, tu prends le grand serpent, qui descend, puis qui te ramène à la case 2, genre. J'avais peur de ça. Ça a probablement aussi, avec mes vieux souliers, que j'étais mal équipée, ça a probablement mené
à avoir certaines blessures. J'ai eu déchirure partielle du ligament croisé antérieur, j'ai eu des périostites, j'ai eu des fasciites plantaires, j'ai eu des fractures de stress, j'ai eu des problèmes avec ma bandelette. J'en ai eu des problèmes. J'ai eu des entorses au genou, mais ça, c'est pas nécessairement à cause de la course. Mais je crois que ma fracture de stress au deuxième métatarse aurait pu être évitée parce que c'est une fracture de stress qui est causée par quelque chose de répétitif, un mouvement qui est répétitif. Donc, courir sur l'asphalte, bang, bang, bang à chaque pas. C'est probablement ça qui a causé ma blessure. Et mes souliers qui étaient finis, là. Et ce qui est arrivé, c'est que ma fracture de stress était pas vraiment douloureuse. J'avais un pied qui était enflé. Et encore là, par peur de faire un pas de recul, j'ai un peu ignoré cette enflure-là et j'ai traîné ça pendant des mois. Des mois, là. Quand je dis des mois, j'ai traîné ça pendant 4 mois. Je me suis entraînée et j'ai couru sur une fracture à mon pied pendant 4 mois. Je vous rassure, quand je courais, j'avais pas mal. Quand je marchais, je n'avais pas mal. C'est juste que mon dessus-pied était enflé. C'est tout, sans douleur. Mais j'ai choisi d'ignorer ça parce que j'avais la chienne, comme je t'ai dit. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, là, c'est assez, on va aller voir un médecin, on a fait des rayons X, boum, fracture, mais fracture qui est en guérison. Donc, le médecin ne comprenait pas. Ouais, ça fait des mois que ça dure. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai été 6 semaines arrêtée, sans course, et mon corps s'est guéri, l'enflure est partie, et j'ai pu recommencer. Mais on s'entend que ça n'aurait pas duré 4 mois. J'avais arrêté du début, tu comprends? Donc ça, c'était quelque chose que j'ai négligé, c'était quelque chose qui a mal été dans mon parcours santé et un peu par ma faute. Même chose pour la déchirure partielle ligament croisé antérieur dans mon genou. J'étais très, très peu dans la récupération, très, très peu dans les étirements, très peu dans le self-care. Je te dis très peu pour ne pas dire pas du tout, là. À peine, OK? Pour l'entraînement, le volume d'entraînement que je faisais, c'était des miettes. Et après un de mes demi-marathons officiels, le lendemain, j'avais le genou excessivement enflé. Médecin, résonance magnétique, boom, diagnostic, déchirure partielle ligament croisé antérieur et physiothérapie. Et la physiothérapeute, qui était extraordinaire, m'a pas empêché de courir. Elle m'a dit, si ça ne te fait pas mal, tu peux courir. J'avais de la misère à marcher, les amis. C'est sûr que je pouvais pas courir. Donc ça a été un gros step back mental parce que là, c'est comme si on avait enlevé la chose qui m'avait sauvée, qui me faisait donc du bien. Et c'était extrêmement difficile psychologiquement. J'ai eu une grosse baisse, une grosse chute. Et ça a été probablement pire parce que j'avais pas appris à prendre du temps pour moi. J'avais pas appris à prendre des jours off. J'avais pas appris à m'étirer, faire du self-care. Donc là, c'était comme du jour au lendemain, je faisais que ça. M'étirer, faire des exercices de physio. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus facile si j'avais intégré les étirements, le self-care. Je me serais peut-être pas ramassée à avoir ma déchirure partielle du ligament croisé antérieur parce que c'était probablement causé par une bandelette qui était trop tendue. On ne le saura jamais, mais c'est probablement ça la cause. Et ça m'a amené à me lancer dans le yoga parce que c'est à peu près la seule affaire que je pouvais faire et me lancer à la natation. Me relancer à la natation parce que j'en ai fait quand j'étais plus jeune, comme vraiment intensément beaucoup. Ça m'a amené vers d'autres voies, vers d'autres apprentissages. Mais sur le coup, je prenais ça comme une défaite, je prenais ça comme un échec. Et comme je l'ai dit, c'est comme si on m'avait enlevé la course, l'enfer. C'était vraiment pas une belle période de ma vie. Et à ce moment-là, je me suis vraiment sentie comme au début de mon parcours, en colère, frustrée, négative. Je te dis, j'avais vraiment fait un step back. Mon alimentation avait pris le bord aussi. Donc, c'est là que tu comprends que ça n'a pas été une belle ligne droite de licorne, de papillon. J'ai eu des hauts, j'ai eu des très bas et ça n'a pas été
facile. Puis j'espère, là, je regarde mes notes parce que je m'étais pris des notes sur tout ce qui avait mal été, tu comprends? Ah oui, l'autre point, avant qu'on close tout ça, j'ai pas pris le temps dans mon parcours d'analyser vraiment mes besoins. Ça, je trouve ça important parce que je me suis inscrite là, des tonnes de fois à des gyms. Mais avec mon horaire d'hôpital, c'était pas évident. Je travaillais jour, soir, nuit, les fins de semaine, je faisais des corps de garde. Puis j'ai combien de fois j'ai pas été au gym parce que tu sais, le dimanche, c'était des heures raccourcies au gym, puis moi je travaillais, mais quand j'avais fini ma journée, le gym était fermé. Ou avec mes horaires d'appel, de garde, j'étais en chemin vers le gym, puis là, je devais revirer de bord. Je commençais un cours avec une prof, je devais partir. Fait que, tu sais, pour moi, c'était pas la bonne investissement. Puis ce qui m'a vraiment aidé, c'est quand j'ai commencé à m'entraîner de la maison parce que c'est des séances qui étaient plus courtes, puis j'avais pas les déplacements non plus. Fait que de prendre le temps d'analyser ce qu'on aime, puis d'analyser tes objectifs, puis tes besoins, ça peut faire une grande, grande différence dans les choix que tu vas faire et l'investissement aussi que tu vas faire. Tu sais, moi, quand j'allais au gym, ça me coûtait 1300$ par année. Mais 300$ par année, si tu vas au gym 5 fois par semaine, c'est pas cher. Je vais te le dire, c'est pas cher. Moi, je trouve pas ça cher. Je le payais puis j'y allais pas, imagines-tu? Mais si tu payes ça puis tu y vas pas, là, ça vient, c'est cher. C'est comme d'acheter un melon d'eau à 8$ à l'épicerie, puis une semaine après, tu le sors aux poubelles parce que tu l'as pas mangé, il est plus bon. Ça, c'est cher. Mais si tu le manges, ton melon d'eau à 8$, c'est pas cher. Aller au restaurant, ça va te coûter 25$. Là, tu as des collations pour toute ta semaine pour 8$, tu sais. Tout est relatif, tu comprends? Donc, l'analyse des besoins que j'ai pas faite parce que je faisais comme tout le monde, qui allait au gym, qui faisait du CrossFit, c'était ça la mode, c'est ça mon faire. Mais ça répondait pas nécessairement à mes besoins à moi, puis j'ai perdu de l'argent à cause de ça. Toutes les fois que je me suis entraînée pour perdre du poids, j'ai mis le plaisir de côté. Ça, c'est quelque chose qui a mal été parce qu'à chaque fois, j'avais plus de plaisir, ben, j'avais plus de motivation. Fait que ça, je te conseille de toujours garder tes objectifs en vue, puis garder le fun en vue. Parce que si tu perds un des deux, ça marchera pas. Tes objectifs, c'est souvent ça qui va faire en sorte que ta discipline va embarquer parce que ça ne te tentera pas tous les jours. Ça ne tente jamais tous les jours. Ça, si quelqu'un me dit ah oui, moi, je suis tout le temps motivé, c'est de la merde, ne le crois pas, c'est un menteur. Par contre, si tu gardes ton objectif en tête, ça va te faire avancer. Puis si tu as du fun à faire ce que tu fais pour avancer vers ton objectif, ça va être parfait. Ça va te garder à aller. Mais va pas penser que tu vas avoir du fun à arriver à ton objectif. Si tu en as pour 16 semaines, 20 semaines, 2 ans, tu peux pas te faire chier pendant 2 ans. Là. Tu vas pas être motivé. Moi, mon objectif numéro 1, c'est de ne jamais me sentir comme je me suis sentie au début de mon parcours santé. C'est toujours ça ma vision numéro 1. Puis quand j'ai du fun en le faisant, je suis en business. J'espère que les hauts et les bas de la suite de mon parcours santé t'auront encouragé si tu as aussi des bas. Je suis pas mal sûre que tu en as parce qu'on en a tous. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Mélissa Barre-en-bas-plante, partager mon épisode, aller me laisser un review aussi ou envoyer l'épisode à quelqu'un à qui tu penses que ça peut bénéficier. Là-dessus, je te laisse et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Ton tremplin.